Paris, la ville de l'amour, de la mode, du chic intemporel. This city is filled with love and beauty and passion. Living my best life. Sauf que si t'as déjà pris le RER un lundi matin, bah tu sais que ça ressemble plus à un Hunger Games qui sent la sueur qu'à une carte postale Netflix. Et pourtant, des millions de gens dans le monde croient à ce Paris-là. Pourquoi? Eh bien parce qu'ils l'ont vu dans Emily in Paris. Oui, la série où une Américaine débarque dans un appart de 30 mètres carrés lumineux, alors qu'en vrai une chambre de bonne, à Paris c'est plus un 9 mètres carrés avec vue sur la gouttière et des chiottes sur le palier, quand t'as de la chance. Je vis dans un immeuble du XVIe siècle mal isolé, avec des courants d'air qui viennent d'ici aussi, et j'ai carrément de l'eau de pluie qui tombe dans mes toilettes directement. Alors tu vas me dire, à juste titre, ok mais c'est juste une série feel good, où est le problème? Et tu n'as pas tout à fait tort, mais le problème c'est qu'Emily in Paris, c'est plus juste une fiction. Sans que tu ne le réalises, c'est devenu une grosse machine de guerre marketing. Et ce qu'elle nous fait croire de la réalité de Paris, certaines marques te le font à toi et à moi tous les jours. Elles te vendent des promesses brillantes, mais impossibles à tenir. Et ça, si t'as une marque, ou même si t'achètes des fringues, eh bien ça te concerne directement. Et non, marcher à Paris en talons H24, c'est pas easy. Alors la question c'est, est-ce qu'Emily in Paris a vraiment démocratisé la mode et Paris, ou est-ce qu'elle a juste pris un fantasme, qu'elle l'a emballé dans du papier cadeau glamour et te l'a vendu comme une réalité? Dans cette vidéo, on va soulever le capot, découper ses artifices, gratter le vernis et voir ce qui se cache derrière ce décor de carte postale millimétrée. Et surtout, je vais te montrer ce que toi, en tant qu'entrepreneur, tu peux retenir pour que ta stratégie de marque attire vraiment, sans sombrer dans la caricature. Ah, et by the way, si tu kiffes quand je sors le scalpel pour découper le branding des marques, eh bien c'est le moment de me le montrer. Clique sur s'abonner, active la cloche et rejoins direct l'escouade de ceux qui voient au-delà des paillettes de l'image de marque et du marketing. Emily in Paris, c'est pas juste une série qu'on regarde pour se détendre un dimanche soir, c'est devenu une vitrine internationale de la mode parisienne. Et pourtant, les Parisiens eux-mêmes n'y voient qu'une caricature. Trop de clichés et un Paris de carte postale qui n'existe pas. Quand elle arrêtera de prendre des croissants tous les matins, comme soi-disant une vraie Parisienne. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais te resituer un peu le contexte. Emily, c'est une jeune américaine junior en stratégie de marketing, envoyée à Paris pour représenter son agence au sein de Savoir, une boîte qui gère des marques de luxe. Et là déjà, il y a un premier problème. Elle ne fait jamais de branding. Elle balance des posts, des slogans, des campagnes de contenu, mais sans jamais se demander quelle est l'identité profonde de la marque, ni quel message elle veut incarner. Bref, elle ne s'intéresse pas à la stratégie en amont. Parce que oui, le marketing, c'est la diffusion, mais le branding, c'est la fondation. Et si tu ne sais pas qui est ta marque, eh bien son marketing, lui, il va rester creux. Et Emily, elle enchaîne les coups de com' si la vitrine, ça suffisait, mais sans jamais construire de stratégie de fond derrière. Ça brille, ça attire l'œil, mais c'est totalement déconnecté de la réalité, comme la série dans son ensemble d'ailleurs. Et pour compléter le tableau du surréaliste, Emily défile dans les rues en talons aiguilles, jamais décoiffée, avec une garde-robe de luxe qui ferait pâlir d'envie une rédactrice de Vogue. Elle prend toujours le taxi, mange quasiment exclusivement au resto et trouve toujours quelqu'un pour la sauver de toutes les situations. Bref, ça fait rêver, mais en vrai, c'est pas vraiment possible. Alors oui, c'est une série feel good, pensée pour apporter un peu de glamour et de légèreté après la période noire du Covid. Mais c'est là que le piège se referme. À force de sublimer Paris comme un décor de rêve, la série en fait un produit marketing. Et des millions de spectateurs à l'étranger ont fini par y croire en confondant fantasme et réalité. Parce que la vérité, comme partout d'ailleurs, c'est que Paris, c'est pas toujours Bisounoursland, Cet homme qui vient de se faire agresser à vélo en plein Paris est le skateur professionnel américain Tyson Jones. Mais la première question à se poser, c'est pourquoi ça marche aussi fort et pourquoi c'est aussi brillant? Quand une histoire t'embarque, tu la vis par procuration. Ton esprit s'y projette, ton corps se détend et tu baisses la garde. C'est ce qu'on appelle l'effet de transportation narrative. Résultat, tu adhères aux croyances et aux codes qu'on te montre à l'écran. Et c'est là que réside le vrai pouvoir du storytelling. Tu ne places pas ta marque au centre de l'histoire, tu places ton audience. Et c'est elle qui en constate les effets dans sa propre vie. Dans Emily in Paris, cette promesse est irrésistible. Paris devient un magazine vivant. Tu as des tenues qui s'enchaînent, des silhouettes impeccables, la lumière est flatteuse et les cafés y sont parfaits. Rien n'est laissé au hasard. Tout est fait pour t'installer dans un univers qui fait rêver et pour que tu y restes. Un peu comme les sites et les applications web, on a Pokémon Go, oui, ça existe toujours,
qui supprime volontairement toutes les distractions, les frictions et les sorties possibles. Et c'est pour ça que tu ne verras pas souvent l'heure au-dessus de ton téléphone ou alors les options pour sortir de l'application. Bref, comme je l'ai dit, tout est optimisé pour te maintenir en immersion et maintenir l'illusion de perfection. Émilie sera une vraie parisienne quand elle sortira du 4e, du 2e et du 1er arrondissement. Et ça, c'est ce qu'on appelle le biais de cadrage. En choisissant soigneusement l'angle, on change totalement ta perception de la réalité. Dans la série, la ville lumière n'est jamais grise, il n'y a jamais de grève et ta chambre de bonne, sous les toits, est un petit écrin confortable. Et même le McDo des Champs-Élysées est transformé en lieu chic et glamour. Et du coup, ton cerveau, il imprime ce cadrage-là comme la réalité. Et tout ce qui ne colle pas à cette image semble anormal. Et dans cet univers parfaitement huilé, Émilie semble piocher chez Dior, Louboutin ou Balmain, comme dans une penderie infinie. Mais attention, il n'y a pas qu'elle, les seconds rôles aussi sont stylisés au cordeau comme si tout Paris posait pour une campagne de pub. À l'œil, la mode paraît inclusive, elle se porte partout, au bureau, au café, dans la rue. Les codes iconiques, marinière, béret, petite robe noire, semblent appartenir à tout le monde. Et c'est exactement la promesse qu'on retrouve chez des labels parisiens comme Marcia Wear, Atelier 139 ou encore Hôtel Mafouf, qui promettent des vêtements et un style adapté à toutes les morphologies. Mais on y reviendra plus tard et tu comprendras pourquoi c'est loin d'être anodin. Pour l'instant, retiens surtout ceci. Emily in Paris te donne l'impression que ce chic-là, cette vie-là, peut être la tienne. Et ça soulage. Ça te libère par procuration de la grisaille et des frustrations de ton vrai quotidien. Et côté business, l'impact, lui, il est colossal. La série a déclenché des vagues de tendances. Explosion des recherches sur les chapeaux Kangol, envolée des ventes de valises Rimowa, etc. Elle a non seulement remis sur le devant de la scène internationale des maisons déjà bien établies, comme je l'ai dit tout à l'heure, Dior, Cartier ou Balmain, mais elle a aussi propulsé des labels émergents comme par exemple Ami Paris, Germanier ou Way Santo. Et mieux encore, certains épisodes sont devenus cliquables via Google Lens, qui te permet d'acheter direct les looks portés à l'écran. On n'est plus dans la simple inspiration, on est passé à la conversion instantanée. Et là, c'est l'ironie totale. Emily Cooper ne se contente pas seulement de réussir son coup marketing dans la série, où on la voit s'interroger sur l'utilisation du masculin pour désigner le sexe féminin, à travers une campagne complètement décalée pour un produit improbable, le Vaga Jeune. Donc c'est un lubrifiant pour femmes ménopausées, Vaga plus jeune égale vagin jeune. Tu vois le jeu de mots, quoi. Elle est aussi aujourd'hui un produit marketing vivant, une influenceuse avec un vrai compte Instagram suivi par des millions de personnes. Et les marques l'ont bien compris, elles ont tout intérêt à apparaître dans son univers. En effet, un simple placement de produit peut déclencher un buzz mondial et des retombées commerciales immédiates. Mais l'impact dépasse largement le monde de la mode. Emily a rendu l'attractivité de la capitale encore plus bankable. Selon une étude relayée par Le Monde et CNC, c'est 4 touristes étrangers sur 5 qui déclarent avoir eu envie de venir en France après un film ou une série. Et Emily in Paris fait systématiquement partie des déclencheurs. Les pros du voyage parlent même de set jetting. C'est quand tu choisis ta destination en fonction d'un décor, donc un setup de film ou de série. Et avec Emily in Paris, la capitale française est littéralement devenue un produit. Après chaque saison, les recherches de vols et d'hôtels explosent. Tu ne viens plus visiter une ville, tu viens consommer une expérience, vivre ton propre Emily in Paris expérience. Paris n'est plus une capitale, c'est une marque à ciel ouvert. Bref, pour résumer, comme je l'ai dit, la série n'est plus seulement une vitrine fashion, c'est une machine à générer des flux touristiques, des paniers moyens plus élevés et une exposition mondiale pour la capitale. La promesse dépasse l'écran et elle transforme Paris en produit d'appel planétaire. Avant de passer à l'envers du décor, reconnaissons-le, au niveau branding et marketing, la série fait office de masterclass en termes de séduction. Mais voilà, quand on gratte un peu le vernis, les fissures, elles commencent à apparaître. L'inclusivité qu'on croit entrevoir dans la série s'évapore dès qu'on y regarde de plus près. Alors oui, il y a bien de la diversité ethnique, mais ça s'arrête là. Il y a zéro diversité corporelle, tout le monde est mince, vêtu comme des mannequins de vitrine, et les rares personnages qui échappent à ce moule finalement, ils sont renvoyés à des rôles secondaires, jamais glamour. Prenons la boulangère par exemple. Elle existe, mais elle ne sera jamais sapée comme Emily. Mademoiselle, bonjour. Une pan au chocolat. Et puis il y a Gigi, la mère de Gabriel. Ami, je te présente Émilie. Émilie, je te présente ma grand-mère Gigi. La fameuse Gigi. C'est la parfaite anti-Emily. Forte, généreuse, ancrée dans le réel, elle rit fort, cuisine et incarne une authenticité brute qu'on croise tous les jours dans la vraie vie. Mais dans l'univers calibré de la série Emily in Paris, elle est invisibilisée. Pas glamour, pas stylée, elle est réduite à une caricature façon Maïté. Vous avez l'air de vouloir dormir, hein? Ah oui, c'était une... La série. Ça y est. Hop!
Voilà. Comme si l'authenticité ne méritait jamais de projecteur et que le beau ne pouvait exister au final qu'à travers le faux, le surjoué et le parfait. Et ce décalage, on le retrouve dans certaines marques parisiennes. Marcia promet des vêtements adaptés à toutes les morphologies et sur le papier, la formule, elle est séduisante. Mais c'est typiquement ce qu'on appelle l'effet Barnum. Une promesse vague et flatteuse qui donne l'impression de s'adresser personnellement à toi, alors qu'en réalité, elle pourrait s'appliquer à n'importe qui. Et quand tu regardes leur campagne, tu ne vois pratiquement que des corps minces et longilignes. Même logique chez Atelier 139, Almé Paris ou encore Hôtel Mafouf. Dans les discours, on ouvre les bras à toutes les silhouettes et dans les visuels, la majorité, et oui j'insiste sur la majorité, car il y a bien des exceptions, ça reste les mêmes standards de minceur habituels. L'inclusivité est brandée, mais rarement incarnée, et pourtant ce n'est clairement pas impossible à réaliser. Si tu regardes Levi's, leur campagne montre vraiment des corps divers, minces, ronds, athlétiques, atypiques. C'est concret, ça se voit, et la différence, elle est là, entre une promesse pour faire plaisir et une vraie promesse tenue. Et attention, c'est pas qu'une question de sap, le quotidien d'Émilie lui-même, il sonne creux. Ses soirées, ses restos, ses vêtements, certains ont fait les calculs, il lui faudrait plus de 113 000 € par an pour maintenir ce train de vie. Sauf que son salaire théorique par rapport au poste qu'elle occupe, lui, il plafonnerait à peu près à 45 000 €. Alors beaucoup ne s'attardent pas à ce genre de détails sous prétexte que c'est une fiction, mais c'est justement là le problème. Cette incohérence, elle passe sous les radars alors qu'elle dit tout. On te vend un rêve qui mathématiquement ne tient pas du tout la route et peut-être d'ailleurs dangereux pour ceux qui n'arrivent plus à faire la différence. Je suis curieuse d'avoir ton avis sur la question. Est-ce que tu trouves que c'est aller voir trop loin que de calculer ça et de se faire une bonne idée de ce que représente le coût de sa vie, ou est-ce que c'est juste une fiction pour toi et que à un moment, faut lâcher prise. On nous vend l'illusion d'un Paris et d'une mode accessible à tous, mais dans les faits, c'est la façade qui commence déjà à se fissurer, et ça ne s'arrête pas là. Parce que le plus cruel, c'est quand la fiction, elle déborde de l'écran pour contaminer la vraie vie. Prenons la fameuse boulangerie moderne mise en avant dans la série. Elle a été prise d'assaut par des touristes du monde entier. Et sur le coup, tu te dis, c'est génial, ils vont faire du chiffre d'affaires, ça va développer leur commerce, c'est top. Oui, sauf que le problème, c'est que beaucoup sont repartis déçus. Non pas parce que les croissants étaient immangeables et dégueulasses, comme certains l'ont écrit en ligne, mais simplement parce qu'ils n'étaient pas aussi parfaits que ceux qu'Émilie croque à l'écran, vendus comme du waouh en termes de goût. Mais c'est normal, parce qu'on peut pas comparer une petite boulangerie de quartier à un Sébastien Degardin, dont la pâtisserie du Panthéon est régulièrement saluée pour ses croissants Flavor Pact, ou un Cyril Lignac, star de la haute pâtisserie parisienne. Et d'ailleurs, rien qu'à l'aventure et au style des produits, on voit bien qu'on ne joue pas dans la même ligue. Et le résultat, c'est que les propriétaires de la boulangerie moderne se sont retrouvés descendus en ligne, victimes d'une promesse qu'ils n'avaient jamais faite, mais qu'on leur avait collée malgré eux. Et pour des artisans indépendants dans un métier aussi exigeant que la pâtisserie, je le sais, j'y ai bossé, c'est dur à encaisser. Et ça, c'est une erreur fondamentale d'attribution. Quand on vit une déception, on blâme la mauvaise cible. Ici, c'est pas la boulangerie qui a menti, c'est la série qui a créé des attentes irréalistes. Mais le cerveau, lui, préfère accuser ce qu'il a sous les yeux plutôt que de remonter à la mise en scène. Et ça nous mène à la vraie question, est-ce qu'Emily in Paris démocratise vraiment la mode et la culture parisienne? Le jour où elle se fera refouler de 20 appartes avant de trouver celui qu'elle cherche. Ou est-ce qu'on est simplement face à une masterclass de marketing inclusif de façade? Parce qu'au fond, ce que la série fait, c'est du packaging. L'image est sublime, mais le produit derrière, beaucoup moins. Tu vois Emily, parisienne d'adoption, toujours mince, toujours bien apprêtée, évoluer dans une ville idéale, et ton cerveau généralise et se dit « toutes les parisiennes, elles sont comme ça en fait ». En psychomarketing, on appelle ça l'effet de halo. Il tire des conclusions sur base d'un élément et occulte tout le reste. Et ce mécanisme ne s'arrête pas à Emily, c'est le même piège qu'avec The Crown, une fiction scénarisée mais tournée avec une telle élégance et un tel souci du détail que beaucoup de spectateurs finissent par la confondre avec un vrai documentaire. Ils pensent voir la vraie vie de la famille royale alors qu'ils consomment une version édulcorée, calibré pour séduire. D'ailleurs, j'ai vu ma propre sœur tomber dans le panneau. Dans les deux cas, la fiction se déguise en vérité et l'illusion devient une croyance. Le problème, c'est que ce rêve, il devient très vite toxique. Les touristes, comme j'ai dit tout à l'heure, débarquent à Paris avec des attentes qui sont irréalistes et repartent très frustrés, mais les spectateurs, eux, se comparent et culpabilisent face au corps filiforme de la série. Après, on se demande pourquoi les gens, ils sont plus tentés par des solutions extrêmes, comme par exemple l'Ozempic, que par la salle de sport. Ça nous permet de nous affamer, en fait, sans souffrance. Et quand tu réfléchis comme ça, au fait qu'il y a tellement de personnes qui prennent ce médicament parce qu'elles veulent s'affamer et ne pas en souffrir, tu te dis waouh, on est parti vraiment, vraiment loin dans notre société pour que ça soit une solution miracle. En fait, ils tentent juste désespérément de coller au moule et vite. Pas seulement pour ressembler à Emily, mais pour être comme elle et se sentir accepté dans un monde rempli d'injonctions,
en tout genre. Et tu vas voir qu'il y en a d'autres qui vont aller jusqu'à s'endetter pour acheter des vêtements hors de prix, persuadés que ce style parisien est la clé de l'élégance et de la reconnaissance sociale. Et même quand les incohérences sautent aux yeux, on continue de vouloir y croire. Ça, c'est le biais de croyance. Notre cerveau préfère valider ce qui correspond déjà à ce qu'il veut voir, à l'idée qui s'est fait, en l'occurrence que Paris, c'est chic, glamour et éternellement beau. Plutôt que d'accepter une réalité qui va être frustrante. Paris, c'est aussi des quartiers moches et sales, des gens parfois mal fringués, en surpoids, et comme partout dans le monde d'ailleurs. Et c'est là qu'il est important de pouvoir distinguer le fantasme assumé de l'illusion vendue comme réalité. Midnight in Paris, par exemple, est un conte romantique. On sait qu'on rêve, même si le temps d'un film, on s'y laisse prendre. Mais à la différence, le film n'a pas été construit comme une vitrine commerciale. Il n'y a pas ou peu de placement de produits pour brouiller la frontière entre fiction et pub. L'univers est poétique, mais pas marchandisé. Qu'avec Emily in Paris, c'est tout l'inverse. La fiction est saturée de placements de produits, Balenciaga, Chanel, Dolce & Gabbana, Givenchy, qui ancrent l'illusion dans le réel. La série ne se contente pas de raconter une histoire, elle fait du marketing son moteur narratif interne et externe pour vendre une fausse réalité. Résultat, après 4 saisons, bientôt 5, le fantasme ne ressemble plus à une parenthèse enchantée, et ce mécanisme, on le retrouve directement dans la mode parisienne contemporaine, comme on l'a vu entre autres avec la marque Marcia Wear et sa promesse de vêtements qui s'adaptent à toutes les morphologies. C'est ça le vrai piège du branding trop parfait, une illusion vendue comme réalité. La promesse flatte, elle attire parce qu'elle brille, mais quand elle est trop belle pour être vraie, elle finit toujours par craquer. Et c'est à ce moment-là que le branding survitaminé va révéler ses limites. La déception est proportionnelle au rêve vendu et le retour de flamme inévitable. Mais alors, que retenir de tout ça si demain tu souhaites développer ta propre marque et que tu veux éviter de te planter? La première règle d'or, c'est de ne jamais promettre ce que tu ne peux pas incarner. La boulangerie moderne en a fait les frais, elle n'avait rien promis, mais la série a créé des attentes irréalistes. Résultat, c'est la déception, le backlash et une réputation écornée à l'international. L'écart entre promesses et expérience, c'est le raccourci le plus rapide vers la frustration. La deuxième leçon que tu dois commencer à connaître maintenant, c'est que le branding, c'est de la cohérence. Tu peux dire que tu es inclusif, accessible, universel, mais si tes visuels montrent toujours le même type de corps, tu perds ta crédibilité, ta marque passe pour une menteuse et tes prospects, eux, ils se barrent. Troisième leçon. Attention à qui tu séduis et qui tu aliènes. Je m'explique. Emily in Paris a boosté l'attractivité mondiale de Paris, mais en même temps, elle a braqué les Parisiens qui se sentent caricaturés. Si ton branding séduit à l'international mais décrédibilise ton audience locale, tu crées une fracture stratégique. Emily, elle sera vraiment parisienne quand elle va prendre le RER, je pense. Et enfin, quatrième et dernière leçon, un mythe ça marche, mais seulement si tu l'assumes. Woody Allen avec Midnight in Paris ne s'en cachait pas. Il a filmé la capitale comme une carte postale nostalgique, avec ses quais illuminés, ses terrasses idéalisées et une balade dans le temps qui relève clairement du conte. Tout le monde savait que c'était un fantasme assumé, une parenthèse enchantée. Personne n'allait croire qu'on pouvait vraiment croiser Hemingway ou Picasso en sortant d'un taxi rétro. Emily, elle fait l'inverse. Elle vend un fantasme en le déguisant en quotidien crédible, saturé de placements de produits et de réalisme marketing. Et c'est là que le public se sent trompé. Le problème n'est pas de faire rêver, le problème c'est de faire croire que le rêve, c'est la réalité. Alors oui, c'est vrai, une promesse brillante, ça attire, mais seule la cohérence entre ton discours, tes visuels et ton produit construit une marque qui dure. Parce qu'au fond, l'inclusivité, c'est pas un filtre Instagram qu'on applique sur une campagne, c'est une stratégie, une vision, une responsabilité. Et tant que Paris sera montré comme une vitrine taille unique, le mythe, il va continuer de se fissurer. Une marque qui vend du rêve et assume le mythe, ça inspire. Une marque qui vend du rêve en le déguisant en réalité, ça finit toujours par se casser la figure. Alors à toi de choisir. Ton branding, ça va être plutôt illusion fragile ou histoire vraie mais qui dure. Et si en m'écoutant tu te dis « Ok, mais concrètement, comment je fais pour que ma marque elle devienne cohérente et magnétique ?» C'est exactement ce que je décortique dans ma formation Branding pour entrepreneurs. Je t'y donne des outils pour bâtir une marque qui ne repose pas sur des illusions, mais sur une vraie stratégie. Une marque qui attire naturellement, qui inspire et qui se distingue vraiment de la masse. Le lien vers la formation, il est juste ici en dessous, dans la description et dans les commentaires. Libre à toi d'aller plus loin maintenant, mais si tu veux que ton branding arrête de jouer en mode Emily in Paris et commence à écrire une histoire qui dure, c'est par ici que ça se passe.